Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir prendre place. Et au nom de la faculté de médecine de l'Université de Genève, j'ai le grand plaisir d'introduire en quelques mots la leçon inaugurale du professeur Nader Perrou. Nader Perrou effectue ses études de médecine à l'Université de Genève, puis poursuit une formation en psychiatrie et en psychothérapie. Il obtient un doctorat en 2006 et un titre de spécialiste en 2008. Il s'intéresse particulièrement aux pathologies psychiatriques caractérisées par des difficultés dans la gestion des émotions et prend la responsabilité de l'unité des troubles de la régulation émotionnelle des hôpitaux universitaires de Genève en 2017. Il y traite en particulier des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité borderline ou d'un trouble du déficit de l'attention hyperactivité, le fameux TDAH. Il a mis en œuvre des approches psychothérapeutiques spécifiques dont la thérapie comportementale dialectique et la thérapie basée sur la mentalisation et s'investit dans l'enseignement de ces approches à tous les niveaux, y compris dans le cadre de la formation continue, domaine particulièrement couronné de succès. Ses recherches portent sur le trouble de la personnalité borderline ainsi que sur le TDAH et sur les mécanismes impliqués dans la régulation des émotions. Ces derniers travaux se sont orientés vers une compréhension des facteurs psychothérapeutiques favorisant une meilleure régulation des émotions. Il travaille également au développement d'une application mobile pour les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité borderline et a obtenu en 2021 un financement européen visant à évaluer la variation émotionnelle par le biais d'outils connectés. Nommé privat-docent en 2011, il est promu professeur associé au département de psychiatrie de la faculté de médecine en 2019, puis professeur ordinaire en décembre 2024. Aux hôpitaux universitaires de Genève, il prend cette année la responsabilité de la chefferie du service des mesures institutionnelles. Lors de sa présentation, et avec la verve qu'on lui connaît, le professeur Perrou va déconstruire un certain nombre d'idées reçues concernant les troubles du déficit de l'attention chez les adultes et les confrontera aux réalités cliniques et scientifiques issues de décennies de recherche. Autant dire que nous nous réjouissons de votre leçon inaugurale et que vous avez, professeur Perrou, cher Nader, si j'ose dire, toute notre attention. Voilà. Monsieur le doyen et tous les autres, parce que finalement, moi, j'apprends jamais les formules de politesse comme tout bon TDAH, un peu hyperactif, impulsif. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, pour cette leçon inaugurale. Alors, je dois vous avouer, je ne savais pas très bien ce qu'on entendait par leçon inaugurale au départ. Et je me suis dit, bon, est-ce que je présente mes travaux de recherche? Puis je me suis dit, oh non, je vais plutôt vous parler un peu de mon parcours et des mythes, réalités, croyances. On va voir si on peut les déconstruire ou pas, mais qui ont jalonné quelque part mon parcours professionnel depuis ses débuts. Tout d'abord sur le trouble de personnalité borderline, et très rapidement, je me suis tourné vers le TDAH, et j'ai été confronté à plein de croyances, de mythes, d'obstacles. Alors non seulement en population générale, mais aussi et beaucoup parmi mes collègues professionnels de santé, et encore plus professionnels de santé mentale. Donc, je remercie déjà tout le monde et tous ceux qui m'ont aidé à faire connaître ce trouble. Je ne suis pas seul, et j'ai eu l'aide de beaucoup de mes collaborateurs, mais je tiens aussi à vous montrer un petit peu tous les obstacles par lesquels on a dû passer pour mettre en place une consultation du TDAH, faire de la science autour du TDAH et décrire cette pathologie comme une maladie, un trouble qui existe au même titre que d'autres pathologies en psychiatrie comme la dépression, le trouble bipolaire et la schizophrénie. Alors avant ça, je vais commencer par mes conflits d'intérêts. Donc vous allez un peu rigoler. Je ne suis pas scientologue et vous allez comprendre pourquoi. Après ça, j'ai beaucoup de conflits d'intérêts. Je suis psychiatre et j'ai intérêt à ce que cette pathologie existe. Donc je vous demanderai de m'écouter aussi, en ayant ça en tête, parce que c'est un conflit d'intérêts non négligeable. Je travaille dans un hôpital universitaire et je suis payé à faire exister aussi des pathologies. Sans pathologie, en fait, je ne suis pas payé, je ne peux pas monter ma consultation. Et donc, ça va être aussi le sujet de la discussion aujourd'hui et ce jour. Alors pourquoi parler des mythes et croyances? Parce qu'il y en a beaucoup au sujet du TDAH et vous n'avez aucun autre trouble psychiatrique qui a autant de mythes, croyances autour d'un trouble. Vous n'avez pas ça pour le trouble bipolaire, vous n'avez pas ça pour le trouble de personnalité borderline, vous n'avez pas ça pour la schizophrénie. Des mythes comme ces pathologies n'existent pas, ce trouble est à la mode,
Faire attention aux traitements médicamenteux, c'est dangereux, on drogue des enfants. C'est une pathologie inventée par les boîtes pharma pour se faire de l'argent. C'est une pathologie entièrement récente qui vient d'être inventée et mise dans le DSM-5, le DSM étant les manuels des pathologies mentales. À tel point que ça a envahi nos parlementaires. Ici, vous avez des motions nationales, donc pas au niveau cantonal, se proposant de déclassifier le TDAH comme pathologie. Donc des parlementaires importants, c'est des motions déposées au national et qui se proposent également de dire que c'est dangereux de diagnostiquer des personnes avec TDAH et il faut faire attention aux traitements médicamenteux car ils sont extrêmement dangereux. Ce n'est pas qu'au national, au cantonal pareil, vous avez des motions qui reprennent d'autres affirmations de l'ONU disant que cette pathologie n'existe pas ou que les traitements pour cette pathologie sont particulièrement dangereux et qu'il faudrait les retirer, les traitements médicamenteux, de la liste des médicaments de l'OFSP, par exemple. Vous avez ça pas qu'en Suisse, c'est aussi en France et dans tous les autres parlements européens, avec une reprise par des articles de presse où trop d'enfants sont traités par la Ritaline, faites attention, il s'agit d'un trouble inventé, beaucoup influencé, et c'est pour ça que j'ai mis « je ne suis pas scientologue », par l'Église de Scientologie. Ça paraît anecdotique, ça ne l'est absolument pas. L'Église de Scientologie met des millions par année dans chaque pays pour acheter directement ou indirectement des parlementaires, particulièrement pour décrier l'existence de ce trouble. Nous avons, avec la Société suisse du TDAH, engagé un détective privé et fait une enquête pour démontrer que la plupart des parlementaires qui se proposent et décrivent l'existence du trouble au niveau national, international et même à l'ONU, ont des liens et des conflits d'intérêts avec l'Église de Scientologie. Je vous encourage à lire notre article que nous avons publié dans le Neue Zürcher Zeitung. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon journal, au même titre que Le Temps ou Le Monde. Donc il s'agit d'enquêtes sérieuses et bien menées. Donc maintenant que je vous ai brossé le tableau, pour vous dire que j'ai dû faire face à beaucoup de mythes et croyances, abordons ces mythes et croyances. Le premier, c'est est-ce que ce n'est pas un trouble? Donc ce n'est pas un vrai trouble. Alors pour commencer par ça, on va déjà dire et préciser que c'est un trouble reconnu par la Confédération et par les instances internationales. Il y a des critères très précis dans le DSM-5, le DSM-5 ou la CIM-11, qui sont les manuels diagnostiques des pathologies mentales. C'est reconnu par l'OFSP, c'est reconnu par Swissmedic, c'est reconnu par l'AVS ou l'AI. C'est des items particuliers, donc le manuel nous propose des critères spécifiques sur la base d'études épidémiologiques, scientifiques, de neuroimagerie, d'héritabilité, avec un nombre de critères qu'il faut et requis pour poser le diagnostic. Et ces symptômes, ces critères, doivent procurer un handicap à la personne et ne doivent pas être mieux expliqués par autre chose. Alors évidemment, les personnes qui sont les chantres de l'anti-TDAH vont vous dire « oui, mais alors à ce moment, ce n'est qu'un trouble basé sur l'anamnèse, il n'y a pas de test spécifique, et donc ce n'est pas une vraie pathologie. » Alors je répondrai que c'est vrai pour tous les troubles psychiatriques. Alors, vous avez une dépression, ça se base sur l'anamnèse. Vous avez une schizophrénie, ça se base sur l'anamnèse et sur le recueil aussi d'informations de tierces personnes. C'est exactement le même processus. Ce n'est pas différent pour le TDAH que pour la dépression, que pour le trouble bipolaire. Je vais poser des questions sur les problèmes d'attention. Est-ce que la personne a des difficultés à se concentrer, est distraite, perd des objets, a de la peine à planifier, à organiser son temps? Je me renseigne auprès de la personne, mais aussi auprès de ses proches. Je vais également faire de même avec les critères d'hyperactivité et d'impulsivité. Est-ce que la personne a tendance à bouger beaucoup, à avoir de la peine à se détendre, à interrompre les autres, à être complètement hyperactif et déranger son entourage? Généralement, j'ai le nombre de critères, j'estime que ce n'est pas mieux expliqué par autre chose, et j'en arrive à la conclusion que cette personne souffre réellement dans plusieurs domaines de sa vie du handicap lié à ces symptômes, et je pose un diagnostic. Je m'appuie également sur des carnets scolaires, vous en voyez ici quelques exemples assez illustratifs, et qui sont des sources d'informations très riches pour étayer les symptômes. Donc là, ce n'est pas évidemment un enfant qui va écrire ça, c'est un enfant qui est observé par d'autres personnes. Vous pouvez voir que Sophie est trop bavarde, tombe 2 fois de sa chaise en une demi-heure. Sophie bavarde, se retourne, se lève, guigne dans mes affaires, tombe de sa chaise.
il y a clairement quelque chose qui dysfonctionne. Ce n'est pas une invention, du moment que c'est observé par autrui et que c'est présent tout au cours du parcours scolaire. L'autre raison pour laquelle on peut penser que c'est une pathologie, et si c'était inventé, ce ne serait pas le cas, nous avons une forte héritabilité du trouble. Quand vous avez un parent qui a un TDAH, vous avez une chance sur 2 d'avoir un TDAH. Si c'était une pathologie complètement inventée, on n'aurait pas cette forte héritabilité, qui est autour de 80% d'héritabilité. C'est aussi fort que le trouble bipolaire, que la schizophrénie. Ça, c'est des études, ce que vous voyez sur la droite, des études d'adoption et de jumeaux. C'est-à-dire que même si vous avez un TDAH hérité de vos parents et que vous grandissez dans un environnement autre, sans TDAH, vous aurez quand même une chance sur 2 d'avoir un TDAH. Si on avait inventé des symptômes, on n'observerait pas ça. Au même titre qu'on a beaucoup d'études de neuroimagerie avec de bons substrats neurobiologiques qui expliquent la pathologie, essentiellement des retards de croissance des zones. J'avais un pointeur, je crois. Est-ce qu'on voit? Voilà, de ces zones, c'est très bien, je vais faire comme ça. Donc de ces zones antérieures du cerveau, cortex préfrontal, orbitofrontal, cingulaire antérieur, qui sont impliquées dans le bon fonctionnement du système exécutif. Le système exécutif, c'est le système qui me permet de planifier, d'organiser, de me concentrer, d'inhiber les réponses spontanées de mon cerveau, si je suis capable de ne pas me laisser distraire par l'heure qui est là-bas, mais putain, il ne me reste plus que ça, et de me reconcentrer ici, ou bien de ne pas regarder l'heure, c'est parce que j'ai un bon système exécutif. Ce n'est pas forcément le cas chez moi, mais on va dire que ce serait un exemple. Ou si je n'interromps pas les autres, si je suis capable d'inhiber le fait que j'ai envie de bouger, c'est que j'ai un système exécutif et donc un cortex préfrontal qui marche bien. On a beaucoup d'études prospectives qui montrent qu'il y a un retard de croissance de 2 à 3 ans chez les personnes que l'on diagnostique TDAH. Et actuellement, on a beaucoup d'études de neuroimagerie qui impliquent également le cervelet. Donc on a un substrat neurobiologique. À nouveau, si on avait inventé cette pathologie, on n'aurait pas de substrat neurobiologique mis en évidence. Troisième point, c'est que le trouble, comme je l'ai évoqué, c'est un trouble et donc il y a un réel impact de souffrir. On n'est pas les mêmes si on a un TDAH que la population générale. On a des revenus plus bas, on divorce plus, on a des difficultés au niveau de sa formation, le niveau d'éducation est plus bas chez les personnes qui souffrent de TDAH, les relations interpersonnelles sont plus compliquées. Et de même qu'il y a plus de délinquance. En Angleterre, dans une récente étude qui a été relayée dans The Guardian, on voit que la moitié des personnes arrêtées en Angleterre souffrent d'un TDAH. Et nous avons effectué une publication récente à laquelle j'ai participé, démontrant que 25% des personnes incarcérées souffrent d'un TDAH, souvent non diagnostiqué, non reconnu, non traité. Et ces personnes, quand on souffre d'un TDAH, ont une diminution de l'espérance de vie de 6 à 8 ans, démontrant qu'il s'agit réellement d'une pathologie avec un réel handicap. On n'observerait pas ça à nouveau si on inventait des symptômes et on n'aurait pas ces impacts ou ces impacts observés. Troisièmement, dans les impacts, on va également constater que ces personnes souffrent plus souvent. C'est pas facile de vivre avec un TDAH, c'est handicapant, je grandis depuis tout petit avec, il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, je nais avec et je vais avoir ces symptômes toute ma vie. Ça va être associé à plus de dépression, plus de troubles anxieux, plus de tendance à prendre des drogues. Donc il y a beaucoup de comorbidités psychiatriques, mais pas que, beaucoup de comorbidités somatiques. Ce sont des grands consommateurs de soins d'urgence, les personnes avec TDAH, surtout pour fractures et autres. Ils prennent des risques et ont souvent des accidents. Mais il y a aussi des syndromes métaboliques, pathologies cardiovasculaires plus fréquemment observées, diabète, autres pathologies rhumatismales, et aussi des problèmes de sommeil, et également un risque de maladies sexuellement transmissibles. On a fait plusieurs études avec le docteur Soldati, en l'occurrence, démontrant que ces personnes sont à risque en fait, de maladies et d'autres problèmes sexuels, dont être maman jeune, par exemple. Donc on a des risques associés à toute la problématique de la sexualité dans ces populations. Donc voilà, j'espère vous avoir démontré, premier mythe, qu'il s'agit d'un trouble et d'une maladie. Alors allons peut-être sur la question, c'est est-ce que c'est à la mode? Et c'est récent. Deuxième mythe, on va voir si c'est le cas. Alors, récent, non. On a des descriptions très anciennes, depuis le XVIIIe siècle, très précises, d'enfants qui bougeaient beaucoup. Alors ceux qui sont d'origine allemande vont reconnaître ici c'est des contes sur des enfants qui bougent beaucoup, qu'on n'arrive pas à cadrer, qui sont pourtant intelligents, mais qui apprenaient aussi peu à l'école, donc qui avaient de la peine à apprendre des choses, alors que de toute évidence, l'intelligence était normale. On a très vite appelé ce trouble de Minimal Brain Damage Syndrome, c'est-à-dire le syndrome avec des lésions cérébrales, mais non observées macroscopiquement. Et dès les tout débuts du DSM, ça j'insiste, depuis le tout début du DSM, on a inclus cette pathologie
sous la dénomination de trouble hyperkinétique qui par la suite est devenu en fait le TDAH. Donc c'est pas nouveau, ça, on a suffisamment d'éléments pour montrer que ça existait dès les origines du DSM. Ensuite, en termes épidémiologiques, on s'est dit, alors on est en train d'avoir une épidémie de TDAH. Il y a de très belles études qui ont démontré que les taux de prévalence épidémiologique, et j'insiste là-dessus, pour ceux qui ne sont pas au clair, c'est-à-dire qu'on fait des études pas sur le nombre de diagnostics, etc. C'est des études dans lesquelles on va prendre un échantillon en population générale et on va faire de l'épidémiologie. Ça n'a pas changé depuis 1980. On reste dans des prévalences autour des 4% en population générale, quelles que soient les régions du monde, avec quelques variations en fonction du monde, mais comme vous pouvez le voir sur cette carte qui relate les variations épidémiologiques, ce n'est pas forcément dans les pays occidentalisés ou à forte économie qu'on a le plus de TDAH. Donc on a des variations, donc ce n'est pas lié non plus au style de vie. Donc c'est stable à travers le temps. On a une étude qui vient de paraître également qui montre que depuis 1980, même en population clinique, on est autour des 30%. Et ça n'a pas varié depuis 1980 jusqu'à 2003 en tout cas. Et des études récentes montrent que ça n'a pas varié encore actuellement. Donc on est dans, et là je parle bien d'études épidémiologiques, je ne parle pas de l'augmentation du taux de diagnostic. Donc là, par contre, on a clairement une augmentation des diagnostics et on peut se poser la question, est-ce qu'on diagnostique les vraies personnes qu'on observe dans les études épidémiologiques ou est-ce qu'on diagnostique d'autres personnes? Alors ça, je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est une question qui va se poser. On voit ici l'augmentation des diagnostics un peu partout dans le monde et l'augmentation surtout ici des prescriptions. On voit que c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Vous ne voyez pas bien, je suis désolé, c'est des petits trucs, mais la courbe rouge en haut montre l'augmentation au cours des ans entre 2001 et 2015 des prescriptions médicamenteuses. Vous voyez qu'en Europe, c'est là en bas, on est assez faible. On traite environ 0,1% de la population générale, sachant que la prévalence est autour des 4% épidémiologiques. On est loin d'être de trop gros prescripteurs de psychostimulants. La prescription et les diagnostics qui augmentent en termes de prévalence s'expliquent essentiellement par une augmentation, et je vous montre juste ces courbes, c'est une augmentation en fait des diagnostics chez les adultes. Donc ces prescriptions chez les adultes, hommes et femmes confondus, ça ne change pas, mais on diagnostique beaucoup plus les adultes qu'auparavant, et il y a une raison à cela. C'est qu'on a eu l'apparition en 2013 du DSM-5. Et le DSM-5 nous a permis, en fait, de diagnostiquer officiellement le TDAH chez les adultes. On le faisait déjà avant, mais c'était une extrapolation des symptômes de l'enfance. Parce que jusqu'en 2013, on pensait que le TDAH s'arrêtait à 18 ans un jour. Alors, évidemment, alors pour le TSA, c'était un peu la même chose. Le trouble du spectre autistique, beaucoup de troubles neurodéveloppementaux avaient un arrêt à l'âge de 18 ans. Alors maintenant, on a autorisé à diagnostiquer chez l'adulte. Donc ça, c'est une des explications de l'augmentation du diagnostic. On a aussi été, avec le DSM-5, plus inclusif. On a permis le retraçage des symptômes avant l'âge de 12 ans, alors qu'avant, il fallait pouvoir retracer des symptômes avant l'âge de 7 ans, ce qui permet de diagnostiquer plus de monde. Évidemment, les personnes opposées au TDAH se sont emparées de cela, en critiquant le DSM-5 et en disant que le DSM-5 est un manuel de M, pour ne pas dire un mot vulgaire ici, mais qui surinclut et surdiagnostique tout le monde. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai. Ah non, mais là, c'est en fait le diabète. Vous avez pour le diabète aussi des taux de glycémie et de taux d'hémoglobine glyquée qui ont changé en 1990 et quelques. Et vous voyez ici l'augmentation en fait des diagnostics. On a rechangé sur la base des études épidémiologiques les taux de glucose et de diabète qui permettent de poser un diagnostic de diabète. Donc avant 1994, vous n'êtes pas diabétique, après 1995, vous êtes diabétique en fonction de votre taux d'hémoglobine glyquée. C'est la même chose pour le DSM-5. Ce n'est pas propre à la psychiatrie. D'accord ? Donc il faut arrêter de critiquer tout le temps la psychiatrie. Vous avez les mêmes process. Vous avez les process pour l'hypertension artérielle, vous avez des process similaires en médecine interne. Ça, c'était pour mes collègues, si jamais. Qui disent qu'on est beaucoup plus scientifique en médecine somatique qu'on ne l'est en psychiatrie. J'espère avoir démontré que ça change aussi en médecine somatique. Alors, l'autre raison pour laquelle on a une tendance à plus diagnostiquer, c'est qu'on a un changement quand même de paradigme en psychiatrie. On avait une psychiatrie essentiellement orientée hospitalière, c'est-à-dire sur les troubles bipolaires, la schizophrénie. Les sources de financement que vous voyez ici, là, qui sont du NYMH, c'est les financements aux États-Unis, finançaient essentiellement les troubles de l'humeur, schizophrénie, autisme uniquement chez l'enfant,
et les troubles anxieux. Vous voyez que le TDAH, ici, en termes de financement, que ce soit enfant ou adulte, est complètement ridicule. Ne parlons pas des troubles de personnalité. Moi, je me suis lancé dans 2 troubles. Autant vous dire que c'était quasi impossible d'avoir des financements. Donc, évidemment, quand on se propose pour être un chef de service dans une unité ou dans un service, on a beaucoup moins de chances que quelqu'un qui fait de la dépression, de la schizophrénie et autres. On ne sera pas pris parce qu'on n'a pas de financement. Mais ce n'est pas que j'en ai pas, c'est que la plupart des personnes à travers le monde avaient, en fait, cette difficulté à obtenir des financements, tant de l'État que des boîtes pharmaceutiques. Et il y a eu d'énormes scandales qui n'ont jamais été réellement relayés dans la presse, mais de surdiagnostic, par exemple, de troubles bipolaires, de schizophrénie, avec des personnes, ici vous avez le professeur Biderman, qui était l'ancien patron et doyen de la faculté de Harvard, qui n'avait pas déclaré d'énormes sources de conflits d'intérêts et de financement de boîtes pharmaceutiques. Mais bon, c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'on parlait de troubles bipolaires. Vous faites ça pour le TDAH, vous êtes licencié de votre poste. Enfin, maintenant, en tout cas, mais à l'époque, je pense que ça passait inaperçu. L'autre raison pour laquelle on diagnostique aussi plus, c'est qu'on s'intéresse en médecine, c'est pas que pour le TDAH, mais aux femmes. Donc on s'est dit, le TDAH, qui a essentiellement été décrit comme une pathologie masculine, a eu un regain d'intérêt sur les symptômes chez les femmes, alors filles et femmes, et aussi sur le lien avec les cycles hormonaux, soit en préménopause, soit durant les périodes pré-menstruelles. On a des variations d'intensité en fait des symptômes de TDAH, ce qui a permis en fait d'accroître en fait les diagnostics, une meilleure connaissance de cette pathologie chez les femmes. Alors à nouveau, c'est pas vrai que pour le TDAH, on redécouvre un petit peu le genre féminin, la moitié de la population. On a eu des belles études qui sont sorties d'ici d'ailleurs sur la manifestation des accidents cardiovasculaires, en tout cas l'infarctus chez les femmes, qui sont un petit peu différents et qui étaient souvent négligés. Et on est en train de revoir un petit peu nos guidelines sur la prise en charge des 2 genres dans la population générale. Et finalement, il y a aussi l'intérêt du TDAH chez la personne âgée, parce que si à 18 ans un jour on n'a plus de TDAH, mais pour Swissmedic, à 60 ans un jour on n'a plus de TDAH non plus. Et donc il n'y a pas d'études au-delà de 60 ans, donc on a aussi tout un intérêt maintenant avec une population qui a le droit aussi d'avoir un TDAH à 61 ans, à 62 ans, et que ce n'est pas forcément plus facile d'aller travailler que de vivre avec son conjoint pour la première fois de sa vie à 65 ans, et de devoir jongler avec son conjoint qui a un TDAH ou sa conjointe qui a un TDAH. Et puis finalement, là, c'est clair que là, on risque par contre un surdiagnostic et une surprévalence du trouble, en tout cas diagnostiqué. C'est les effets TikTok. Il y a beaucoup de publications sur l'effet TikTok et sur le fait que beaucoup de personnes se reconnaissent dans des descriptions faites très courtes. Un TikTok, c'est des formats très très courts, très dangereux, avec des patients qui vont, enfin des personnes, on va dire, je ne vais pas les appeler des patients, mais on va dire des consultants de TikTok qui vont aller voir un médecin, ils vont se reconnaître dedans. Si en plus on peut avoir des avantages au niveau scolaire et des aménagements, ça vaut le coup d'avoir un TDAH, mais c'est pas vrai que pour le TDAH. Et il y a certains médecins aussi qui vont interpréter le handicap de manière différente. Et là, on a réellement un risque de surdiagnostic. Ça reste, et ça c'est le seul aspect qui montre que ça peut être à la mode, et ça l'est en partie. Il y a eu ce risque aux États-Unis. Et puis on a par contre une société, on en parlait tout à l'heure, une société plus administrative, plus compliquée, qui fait que des personnes qui étaient probablement pas handicapées il y a peut-être 20 ans en arrière le sont actuellement. On a des études qui montrent que la perception en fait du handicap de certains parents pour le même nombre de symptômes et la même intensité de symptômes est perçue comme beaucoup plus importante maintenant qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Donc je vous montre ici le schéma de toutes les tâches administratives. J'ai essayé d'inscrire ma fille à l'HEDS. Je vous dis que si on ne s'y prend pas au moins 2 mois à l'avance, je pense qu'on n'arrive pas à s'inscrire à l'HEDS. Donc je pense que je me rappelle de ma manière d'être inscrit en université de médecine, c'était quand même beaucoup plus simple à l'époque. Donc ça devient complexe et on va handicaper des gens qui ne l'étaient pas auparavant. C'est un sujet de réflexion, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il va falloir un jour réfléchir à comment est-ce qu'on peut réduire tout ça. Donc, 3e mythe maintenant. Allons-y parce que sinon je vais prendre trop de temps comme d'habitude. Vous m'interrompez quand je dépasse le temps. Donc, 3e mythe, j'ai mis les plus importants au premier. C'est l'alimentation qui crée le TDAH. Alors ça, c'est un grand truc. Attention, c'est pas une vraie pathologie, c'est le fait qu'on mange mal qui fait qu'on a un TDAH. Alors, on s'est beaucoup intéressé aux colorants alimentaires. Et les premiers qui se sont intéressés à ça, c'est en 1970, c'est ce qu'on appelle le régime Weingold. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais il s'est dit, mais c'est les colorants qui font ça. Donc il a publié dans des assez bonnes revues, une littérature
absolument pas étayé scientifiquement, mais critiquant et proposant que les colorants alimentaires provoquaient le TDAH, complètement mis de côté jusqu'en 2004-2007. On a des équipes de Southampton en Angleterre, pas en Angleterre, en UK, c'est United Kingdom, qui vont faire des RCT et évaluant en fait l'impact des colorants alimentaires et des additifs alimentaires dans, pas l'explication et la génération du TDAH, mais dans l'augmentation de symptômes de TDAH. Il s'est avéré que c'était en effet vrai, que certains colorants alimentaires avaient un effet assez important sur l'hyperactivité, l'impulsivité, pour autant qu'on ait déjà un TDAH. Et ça a mené, c'est pas anodin, à ce que les agences européennes de warning sur les alimentations édictent en fait l'interdiction relative, c'est-à-dire qu'ils proposent aux entreprises d'enlever ce qu'ils appellent les 6 Southampton de boissons gazeuses et autres. Et vous pouvez les regarder, c'est assez marrant, c'est les 6 qu'il ne faudrait pas avoir. Donc si vous avez un TDAH et que vous voulez boire des boissons gazeuses ou prendre des choses qui ont des collants alimentaires, essayez d'éviter au moins ces 6-là. D'accord ? Au moins, ça sert quelque chose qui vous sera utile de cette conférence. L'autre, c'est qu'on s'est dit, bon, on va essayer d'éliminer le gluten et ce qu'on appelle les oligo-antigènes. C'est toutes les substances plutôt allergènes ou qui peuvent être allergisantes quelque part pour la population générale plus que d'autres aliments, donc essentiellement gluten et lactose. Là aussi, il y a quelques éléments qui montrent que ça peut augmenter un peu l'intensité de symptômes, mais ça ne cause pas, ça j'insiste, ça ne cause pas le TDAH. Et le sucre, évidemment. Après les colorants alimentaires, on s'est dit, les boissons gazeuses, elles sont pas faites que de colorants alimentaires. Il y a aussi beaucoup de sucre à l'intérieur. Et c'est avéré qu'aussi, comme pour les gluten, lactose et autres colorants alimentaires, ça augmente l'intensité des symptômes, à tel point que, et c'est directement lié à ces études-là, que l'association pédiatrique américaine a demandé ou a exigé quelque part que soit mise dans leurs recommandations le fait qu'on ne doit pas ou limiter la quantité de sucre raffiné donné à des enfants, parce que ça peut augmenter les symptômes de TDAH chez ces derniers. Le régime global, donc c'est-à-dire est-ce que si on mange à l'occidental, junk food, etc., on a plus de TDAH que dans d'autres populations? Alors, pas vraiment. Donc s'il y a quelques éléments qui font que peut-être l'intensité de symptômes est un peu plus forte, on ne sait pas trop. Donc là, ça reste un grand question point d'interrogation. Merci. Surtout qu'en fait, on a de la peine parce qu'il y a des études qui montrent que notre nourriture actuellement, fruits et légumes, n'a pas du tout la quantité de sels minéraux qu'il y a dans les années 40. Et donc, c'est très difficile de savoir. Il y a peut-être un effet, mais on ne pourra jamais l'observer parce qu'on n'arrive plus à retrouver en fait les légumes. C'est la conclusion de l'article qui est assez géniale. Je vous encourage à lire cet article-là, qui montre qu'on n'arrive plus à refaire des légumes avec la quantité de sels minéraux ou légumes et fruits des années 40 ou 50. Les micronutriments. Donc les micronutriments, c'est type oméga 3, oméga 6 et autres. Donc est-ce qu'il y aurait un lien? Alors il semblerait que les personnes TDAH, enfants, adultes, aient un peu moins d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc on s'est dit, est-ce que si on complémente, ça change quelque chose? Ça semble pouvoir réduire un peu les médicaments quand on souffre d'un TDAH et qu'on en prend. Mais de nouveau, ça ne cause pas le TDAH. Et donc, on va en revenir aux recommandations finalement des guidelines autour du TDAH qui vous recommandent et vous rappellent avant tout que le TDAH, ce n'est pas associé à des gens hyper fit qui font du sport et qui sont très sportifs parce qu'ils sont hyperactifs. C'est associé à de l'obésité, c'est associé à du surpoids, c'est associé à des pathologies cardiovasculaires, c'est associé à des syndromes métaboliques. Et donc, il vous recommande avant tout de proposer juste l'alimentation. Si quelqu'un peut fermer son téléphone, parce que j'ai une tendance à la distraction. Je ne sais pas qui c'est. Autrement, je l'ai fait venir là. Merci, c'est sympa. Donc, de recommander simplement les régimes de l'OMS, une alimentation saine, avec du sport, sommeil sain, et puis de possiblement proposer les évictions ou les régimes alimentaires que je viens de vous proposer, mais en seconde intention. D'accord ? Alors, passons au quatrième mythe, qui est les médicaments pour le TDAH, c'est récent et c'est dangereux. Alors ça, c'est clair que ça a beaucoup été relayé par la presse, par les médias, etc. Alors, voyons ce qu'il en est. Alors déjà, c'est des stupéfiants, c'est des dérivés amphétaminiques, ça faut le rappeler. C'est pour ça qu'il y a un mythe autour aussi de cette médication, parce que la plupart des personnes en population générale vont avoir peur de prendre des substances qui peuvent rendre dépendants, qui sont prescrites sur des ordonnanciers souches et qui sont des dérivés de cocaïne et d'amphétamine qui vont augmenter la dopamine dans le cerveau et vont
par conséquent et de facto, c'est normal, vous rendre toxicodépendant. Alors, on va voir si c'est vrai ou pas. Alors, voilà, vous avez les substances principales. Bah, dis donc, méthylphénidate, atomoxétine. Bon, c'est stop. Non, mais je sais bien. Je vous fais des fois de petites blagues, ça me détend un peu. Méthylphénidate, atomoxétine. Mais c'est surtout méthylphénidate et dérivé amphétaminique. Donc, le méthylphénidate, c'est ce dérivé d'amphétamine développé, et on verra quand, et qui est le traitement, en fait, de base pour le TDAH ainsi que les amphétamines. Alors, avant tout, et ça c'est complètement barbare, ne lisez pas, je le mets juste parce qu'il faut que je le mette et puis que je vous dise que je ne l'invente pas. Vous avez des nombreuses méta-analyses qui montrent que c'est des traitements qui marchent très bien et qui sont extrêmement bien tolérés, supportés avec très peu d'effets secondaires. Vous n'avez aucun, et là j'insiste, aucun médicament en psychiatrie qui a ce profil de efficacité et peu d'effets secondaires. Aucun. On est largement au-delà de tout autre traitement en termes d'efficacité et de tolérance, ou du fait que je supporte le médicament en psychiatrie. Avec des effets pas seulement sur les symptômes, mais sur les conséquences d'avoir un TDAH, on a 100% d'efficacité sur les conduites. J'insiste là-dessus parce que les gens qui ont un TDAH décèdent essentiellement de problèmes de circulation. Ils se tuent en volant, mais ils tuent aussi d'autres gens. Et donc, quand vous prescrivez et que vous traitez quelqu'un qui a un TDAH, vous sauvez non seulement la vie de votre patient, mais vous sauvez aussi la vie d'autres gens. Donc, si vous n'aimez pas traiter votre patient parce que vous êtes contre les médicaments, pensez à la population générale et vous dites « Je peux me sauver moi-même quand je traverse la route et que j'ai quelqu'un qui a un TDAH qui n'aurait pas vu que c'était rouge et qui passe au vert. » D'accord, ce qui était le cas d'un de mes patients. Donc, ce n'est pas que des fakes ou des inventions, ça arrive. Vous avez aussi 100% d'efficacité sur le surpoids et l'obésité. Donc, on augmente aussi l'estime de soi, la qualité de vie, etc. Donc, c'est des médicaments qui marchent très bien. Et qui marchent surtout en combo avec des approches psychothérapeutiques. Vous avez ici la comparaison d'approches comportementales. On enseigne des compétences à des patients, et puis on voit que c'est 3 fois plus efficace que de ne rien faire. Si vous associez ces approches comportementales avec des stimulants, donc les stimulants, c'est le méthylphénidate ou les amphétamines, vous êtes 13 fois plus efficace que du placebo. Autant dire que c'est incroyable. Alors, évidemment, ça ne marche pas chez tout le monde, mais quand même, c'est bête de ne pas essayer. Est-ce que c'est récent? Alors, parce qu'on nous dit souvent, c'est des traitements complètement nouveaux et récents. Alors, pas du tout. Bien que moi, on m'ait enseigné, je me rends compte qu'on m'a enseigné pas mal de trucs faux, en fait, dans mes études de médecine, et surtout en post-gradué, que la chlorpromazine était le premier traitement psychiatrique inventé en 1952. Incroyable, révolution en psychiatrie. Il y avait eu des essais avec le lithium dans les années 40-50, mais ça vient plus tard. Et donc ça, c'était les premiers essais thérapeutiques qui ont fonctionné en psychiatrie. Moi, je suis parti avec cette croyance, etc., jusqu'à ce que je découvre ce papier dans l'American Journal of Psychiatry. J'ai une mauvaise photo, mais 1938, étude de Bradley qui essaye les amphétamines, en l'occurrence la benzédrine, chez 30 enfants qui ont un syndrome hyperkinétique. Premier traitement essayé, ça avait été même développé avant. Donc on n'est pas dans des traitements récents, où vous avez tout l'effet en fait de cette benzédrine chez les enfants qui avaient une amélioration du point de vue social, accompagné d'un sentiment de bien-être, d'enfants dont les sauts d'humeur avaient diminué. On voit même ici quelques effets secondaires, irritation, un peu plus agressif. Mais toujours est-il que ça a très bien marché chez ces enfants. Ça a été très vite repris en Deuxième Guerre mondiale par les armées, Wehrmacht et l'US Army, qui se sont dit c'est tellement génial et ça a tellement peu d'effets secondaires, c'est moi qui le dis, qu'on va le développer sous forme de tablettes de chocolat pour le donner. Vous aviez tous les soldats qui prenaient ça en Wehrmacht. Là, on sait, on a une très belle étude qui a été menée sur la première bataille des Ardennes, pour ceux qui aiment l'histoire, où Guderian arrive à envahir la France par la Belgique, et c'est essentiellement dû au fait que les soldats allemands ont réussi pendant la nuit à rester réveillés, grâce ou à cause de, ou malheureusement à, choisissez le sens que vous voulez, l'utilisation en fait de benzédrine. À savoir que nous, historiquement, on est assez bien placés pour le développement de dérivés amphétaminiques. C'est un chimiste suisse d'origine italienne qui travaille à Ciba-Geigy. Pour ceux qui sont de ma génération, c'est donné Novartis ou Roche, je ne sais plus laquelle des deux. Qui c'est qui me dit? Novartis, merci. Qui en 1944 a découvert le méthylphénidate, l'a essayé chez sa femme.
Sa femme jouait mieux au tennis, était plus concentré, moins émotionnel. Sa femme s'appelait Marguerite, abréviation Rita, et il a appelé le nom en fait de méthylphénidate de Ritaline. Donc c'est la première fois qu'on utilisait ces traitements. Donc c'est pas 1952, les premiers traitements inventés, c'est pas récent. Est-ce que ça rend fou? Parce que ça, c'est une question. Donc il y a eu pas mal d'études sur est-ce que ça rend psychotique, par exemple. Alors, on a plein d'études qui ont démontré que ça ne rend pas psychotique. Donc ça ne génère pas de psychose et de schizophrénie. Même s'il y a quelques recommandations d'éviter quand même les amphétamines quand on a des antécédents de psychose dans la famille. C'est pas... Pour les amphétamines, on est un peu moins sûr. Par contre, pour le méthylphénidate, aucun risque. De même que ça ne génère pas d'état maniaque quand on a un trouble bipolaire, surtout si, quand on a le trouble bipolaire, on prend un stabilisateur de l'humeur en même temps. Je vous dis ça parce que je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai eu des collègues qui m'ont dit « mais moi, je ne prescris pas de méthylphénidate et je ne prescrirai jamais d'amphétamine parce que ça rend bipolaire et ça rend schizophrène ». Certains de mes collègues sont peut-être dans la salle, ils se reconnaîtront. Voilà, c'est pour vous. Ça rend petit. Alors, parce que ça, c'est aussi quelque chose, c'est quand on traite des enfants, il ne faut surtout pas traiter les enfants parce qu'ils vont devenir petits. Alors, oui, ça peut faire perdre 1 centimètre. Les toutes récentes études, si on prend en continu dans l'enfance, ça peut faire perdre 1 centimètre. Quoique, ces toutes récentes études montrent que c'est peut-être les TDAH qui sont petits et que ce n'est pas en fait le méthylphénidate qui rend petit. En tout cas, les dernières conclusions de cette toute récente étude, enfin toute récente, 2023, mais quand même c'est la plus récente sur le sujet, remet quand même en question le fait que les traitements psychostimulants rendent petits. Alors l'autre chose, c'est que c'est dangereux pour le cœur. Alors je le mets parce que pendant des années, on faisait des ECG, on faisait plein d'examens. En France, la plupart de mes collègues évitaient complètement de prescrire s'il n'y avait pas un examen chez un cardiologue. Alors qu'en fait, on n'a pas d'allongement du QT. Ça augmente certes la tension artérielle, il faut la contrôler tous les 6 mois, mais il n'y a pas d'autres risques cardiovasculaires associés au traitement de méthylphénidate, si ce n'est qu'il faut faire attention aux amphétamines quand on a des antécédents de premier degré qui ont eu des AVC avant l'âge de 50 ans ou des infarctus avant l'âge de 50 ans. Mais c'est beaucoup plus safe que de donner des antidépresseurs, des neuroleptiques, pour lesquels vous avez des allongements du QT et d'autres pathologies cardiovasculaires qui peuvent être associées à des tachycardies ventriculaires. Vous n'avez pas ça avec ces traitements-là. Donc, ok, c'est pas hyper dangereux pour le cœur. Puis alors, l'autre chose, c'est que la plupart vont vous dire, mais alors à ce moment, ça rend suicidaire et dépendant. Donc, il ne faut surtout pas le donner. Alors, on a pas mal d'études qui montrent que c'est absolument pas le cas. C'est plutôt préventif des comportements suicidaires. Ça prévient des abus de substances quand on le donne et qu'on traite adéquatement les sujets. Il y a moins d'accidents de transport, mais ça, je vous l'ai déjà démontré. Et il y a moins de criminalité. Je veux dire, en termes de prévention, c'est la substance qui est le plus associée à la réduction de personnes en prison. Et pourtant, on ne veut pas la donner. Alors, je ne comprends pas. Je veux dire, si on veut faire des réductions en termes d'économie, parce que quelqu'un qui est incarcéré, ça coûte extrêmement cher, je pense que ça vaut le coup quand même de traiter le TDAH et de se dire, d'un point de vue sociétal, ça nous coûterait quand même moins cher que de se retrouver avec quelqu'un qui commet un crime sans parler des conséquences pour celui qui est victime en fait, de la délinquance ou du crime. Et donc, ça rend dépendant. Alors, il y a une petite tolérance. Tolérance, c'est qu'on doit parfois augmenter un peu les doses, mais il n'y a pas de dépendance à cette substance. Que ce soit le méthylphénidate ou les dérivés amphétaminiques, on a de très belles études, dont la plus connue, c'est la MTA, c'est la Multimodal Treatment Study of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, qui est une étude qui a suivi, yes, j'ai bien dit, j'étais content, qui a suivi en fait les sujets pendant des années. C'est 26 ans de suivi, ou plus de 20 ans de suivi, et ça a avéré qu'en fait, ça n'augmente pas le risque d'addiction, de dépendance chez les sujets quand on le prend depuis même tout petit. Et même les recommandations en addictologie, c'est de proposer les traitements amphétaminiques de méthylphénidate parce que ça aide en fait à la réduction, et c'est assez spectaculaire quand vous avez des consommateurs de crack, de cocaïne et même d'héroïne. Ça permet en fait, avec le travail d'addictologue, de favoriser en fait pas évidemment l'abstinence complète, mais de réduire en fait les cravings et de réduire en fait la consommation de substances type crack, héroïne, etc. Ça marche pas super bien sur le THC, mais sur l'alcool, ça marche aussi. Donc, on a ça ne rend pas addict, et bien au contraire, ça ne rend pas dépendant. Ça peut même aider des personnes qui sont dépendantes à réduire leur consommation de substances illicites. Et puis, ça ne rend pas suicidaire. Bien au contraire, on a des études
Et ça, c'est très intéressant dans des grands registres scandinaviens. On a démontré sur des patients borderline que c'est le seul traitement de tous les traitements psychiatriques qui n'est pas iatrogène pour les borderline. Donc en fait, ça réduit même l'impulsivité, ça réduit les hospitalisations, ça réduit le risque suicidaire, et on a plein d'études qui sont en train de répliquer ça. Donc ce serait éventuellement le seul traitement qui, dans les populations les plus suicidaires qu'on connaisse, avec une forte suicidalité, serait associé à une amélioration de la symptomatologie. Donc on est vraiment à l'opposé de la croyance que le méthylphénidate et les amphétamines peuvent tuer des gens par suicide. Mythe 5, c'est causé par les écrans. Alors, on a en effet une consommation d'écran qu'on n'a jamais connue jusqu'alors. C'est la quantité en termes de temps passé, surtout chez les jeunes. Et c'est très inquiétant parce que là, par contre, ce n'est pas exclu que ça fasse émerger le TDAH chez les enfants, plus particulièrement chez les enfants qui n'avaient pas de TDAH et qui n'auraient peut-être pas eu le TDAH jusqu'ici. Là, s'il y a bien un endroit où il faudrait qu'on mette le paquet pour avoir un objectif de santé publique, ce serait là de tout ce que je vous ai cité. Parce qu'on a pas mal d'études qui sortent aussi sur le développement cérébral, qui montrent que le développement cérébral c'est vraiment une ligne droite. Entre ici, vous avez l'âge, et puis vous avez le volume cérébral, puis vous avez grosso modo des quantités d'écran utilisées. C'est le scrolling, c'est le nombre de fois que je scrolle. Plus je scrolle, plus mon volume ici du cervelet va être petit au cours du développement. Et le cervelet est impliqué dans l'hyperactivité, l'impulsivité, la capacité aussi de fixer mon attention. Et donc, ce n'est pas anodin. Et ça, ce n'est pas qu'une seule étude. Donc, je sors juste celle-ci, mais il y en a beaucoup qui sont en train de sortir là-dessus. Et ça, par contre, je pense qu'il y a une réelle inquiétude à avoir, parce qu'on commence aussi à avoir en population en général une association entre la consommation d'écran et le temps de consommation d'écran, et des déficits d'attention dans des populations qui n'ont aucun facteur autre de risque de TDAH. Donc ça, voilà, ça, c'est pas un mythe. Si on veut, ça, ce serait le mythe qu'il faut garder en tête, qui est vrai. TDAH, une pathologie du sommeil. Alors ça, c'est intéressant parce que originellement, le TDAH était considéré comme un avatar de la narcolepsie. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent dans le sommeil, les traitements de la narcolepsie, c'est les mêmes que pour le TDAH. C'est du méthylphénidate, du modafinil, etc. Et on sait que plus de 80, à peu près plus de 70%, vous avez, grosso modo, je vais le faire à l'inverse, que 22,5% des personnes avec TDAH qui n'ont pas de troubles de sommeil. La grande majorité ont des troubles du sommeil. Et ce qui nous laisse penser que c'est quand même un peu lié à ça, et avant que j'y arrive, c'est de vous dire aussi qu'on a une inquiétude là aussi, parce que les adolescents et les jeunes, et nous aussi, on dort moins qu'avant. Donc ça peut générer aussi des symptômes attentionnels d'hyperactivité et d'impulsivité. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on a une réduction en fait de la quantité de sommeil. Et là, de nouveau, comme pour les écrans, ce n'est pas tellement un mythe, parce que des études tout récentes montrent que les déficits d'attention, quand on fait porter des casques EEG à des personnes qui ont un TDAH, quand ils partent et qu'ils ne sont pas attentifs, c'est des micro-endormissements. En tout cas, ça ressemble à des micro-endormissements. Et que les traitements, dans cette très belle étude publiée dans Cell, les traitements psychostimulants semblent agir sur les déficits d'attention, non pas sur les déficits d'attention, et en augmentant l'efficacité du système exécutif, mais en améliorant la veille. Et donc, c'est en améliorant la veille qu'on améliore en fait les capacités attentionnelles. Donc le lien reste flou, et il y a ce lien quand même avec la réduction du sommeil et peut-être une symptomatologie en population générale plus importante au niveau des déficits d'attention qu'auparavant, parce qu'on dort moins. Donc là, c'est le deuxième grand message, il faut dormir. Il faut arrêter les écrans et dormir. Ça, c'est les deux trucs mythes qui vont rester. Je vous les envoie déjà maintenant, mais il faut vraiment insister, et on ne dort pas assez. Ça, c'est sûr et certain. Le truc que c'est neurodéveloppemental, donc c'est une pathologie de l'enfance, et je vais vite avancer parce que si on veut laisser du temps pour les questions, il faut que j'avance. Le fait que c'est neurodéveloppemental et donc c'est stable. J'ai depuis l'enfance et je vis tout le temps avec, et je serai toujours symptomatique, c'est entièrement faux. Parce que j'ai plein de mécanismes adaptatifs au cours de la vie qui fait que je peux avoir beaucoup de déficits d'attention, mais ne pas en souffrir un temps. Et tout à coup me retrouver dans une situation différente, c'est-à-dire que je vais changer mon environnement, ma niche écologique, et je vais avoir à ce moment des difficultés à faire avec mes symptômes attentionnels. Imaginons que j'ai énormément une tendance à procrastiner beaucoup. Si je grandis dans un environnement très stable où mes parents font tout, ce ne sera pas un problème. Le jour où il va falloir que je paye moi-même mes impôts, faire moi-même mes paiements de factures, etc., je ne vais pas le faire parce que j'ai une tendance à procrastiner. Et là, je vais être handicapé. De même que si j'ai une tendance à l'hyperactivité et que je canalise mon hyperactivité en courant beaucoup, en faisant beaucoup de sport, le jour où j'ai une blessure,
je vais plus pouvoir courir, je vais plus pouvoir canaliser cette hyperactivité au travers de l'activité sportive et je vais avoir une manifestation symptomatique qui va venir m'handicaper. D'accord? Donc c'est fluctuant, je peux parfois être handicapé, parfois pas. Et donc oui, on peut avoir un diagnostic de TDAH à 50 ans, à 30 ans, à 60 ans et ne pas en avoir souffert auparavant, c'est normal, parce qu'auparavant j'avais possiblement des mécanismes adaptatifs qui me permettaient de surseoir à la symptomatologie. Dernier mythe, puis après je vais arriver aux conclusions, c'est que c'est la maltraitance ou la mauvaise éducation qui crée le TDAH. Alors on a un lien entre TDAH et maltraitance dans l'enfance. Donc le fait d'avoir un TDAH expose à être maltraité. Donc si j'amène des mauvaises notes, ben, je vais être complètement parfois menacé, pas menacé mais engueulé, j'ai même plus les termes propres, excusez-moi, mais critiqué par mes parents ou par mes pères, je peux me voir puni, etc. Alors que mon vécu à moi, c'est que je fournis énormément d'efforts pour me concentrer, etc. Donc il y a une maltraitance émotionnelle, mais aussi physique. Si je bouge beaucoup, je parle beaucoup, j'aurai beaucoup plus tendance à me faire taper. On ne sait pas trop le lien, mais semblerait-il que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est que le TDAH expose à un environnement dit invalidant, mais que le milieu dit invalidant ou la maltraitance favorise par contre la persistance du TDAH. Donc ça va augmenter l'intensité et le fait que ce TDAH va persister. Ça d'ailleurs, et c'est connu depuis longtemps, on a des études qui montrent que chez les très jeunes, le fait de psychoéduquer les parents, c'est-à-dire d'apprendre aux parents que l'enfant a un TDAH, permet en fait de réduire l'intensité des symptômes et de réduire une partie des patients qui vont avoir une persistance des troubles handicapants à l'âge adulte. En conclusion, on a plusieurs mythes. On va juste refaire le truc. Donc, ce n'est pas un vrai trouble. Bah non, c'est un vrai trouble. C'est à la mode. Bah oui et non. Il y a un risque quand même. Je veux dire, ça peut être un peu à la mode. Et pas, parce que finalement, il y a quand même des études épidémiologiques qui démontrent que c'est là depuis très longtemps. C'est l'alimentation qui crée le TDAH. J'ai mis un peu vrai, mais globalement non. Mais en tout cas, ça participe probablement à l'intensité des symptômes. Les médicaments pour le TDAH, c'est récent et c'est dangereux? Non. Le TDAH est causé par les écrans, ça influence. Et là, franchement, comme je le disais, c'est bien possible qu'il y ait une partie de personnes qui développent une forme de TDAH due aux écrans. Comme pour le sommeil, c'est pas si faux que ça. C'est neurodéveloppemental et donc c'est stable. Ça, c'est faux. Et c'est la maltraitance ou la mauvaise éducation qui crée le TDAH. Ça peut influer, mais ça rend surtout compte de la persistance du TDAH à l'âge adulte. Merci de votre attention et je remercie surtout toutes les personnes qui ont fait que ce trouble soit enfin reconnu. Et je ne remercie pas ceux qui m'ont mis des obstacles. Merci, professeur Perrault, pour cette magnifique conférence menée avec une hyper-intensité totalement maîtrisée. Et donc, on a maintenant un petit quart d'heure pour des questions, et je suis sûr qu'il y en a plein. Alors, on va essayer de passer le micro. C'est les micros qu'on peut lancer. Alors, je ne suis pas très doué pour ça, mais autrement... Oui. Merci beaucoup pour ton speech, Nader. Petite question. Pour diagnostiquer un TDA-TDAH, il faut que les patients soient abstinents à tout produit licite ou illicite. C'est un mythe ou c'est une réalité? Ouais, je pense avoir répondu que c'est un mythe. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la personne soit abstinente à des substances pour traiter, il faut utiliser le traitement pour favoriser en fait l'abstinence ou en tout cas la réduction des consommations de substances. Donc, c'est un mythe. Merci. C'est pour toi. Merci. Je voulais savoir par rapport à tous les résultats que vous avez donnés sur la criminalité ou bien les risques de suicide ou de comportement à risque, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui ont le trouble de déficit avec hyperactivité versus ceux qui ont plutôt du style inattentif? Non, il n'y a pas de différence. Et paradoxalement, des fois, c'est étonnant, mais c'est le déficit d'attention qui peut favoriser. Ça va un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est le trouble. C'est le fait d'avoir le trouble qui favorise en fait ces risques de criminalité, risques d'accident, risques de suicide et autres. C'est pas lié à tel ou tel
domaine quelque part ou symptôme du trouble. On parle souvent de ce trouble associé à cette caractéristique HP. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Il n'y a pas de lien entre TDAH et HP, c'est le haut potentiel. Le haut potentiel, c'est le fait d'avoir un QI au-dessus de 130 de manière totale. Il n'y a pas de lien. La seule chose qu'on sait, c'est que d'avoir un QI très haut peut être un mécanisme quelque part adaptatif, donc va faire que je peux fonctionner un certain temps avec des déficits d'attention importants. Je peux ne pas écouter à l'école, ne pas travailler, faire tout au dernier moment. Ça va tenir un coup et au bout d'un moment, ça va s'effondrer plus tard, parce que évidemment, avoir un QI à 130, ça ne va pas m'aider à payer mes factures. Donc c'est là où quand je vais devoir faire des tâches qui sont très administratives et peu liées finalement à la capacité cognitive et au QI, que je vais avoir une décompensation des symptômes. Mais il n'y a pas de lien, c'est pas parce qu'il n'y a pas plus de TDAH chez les hauts potentiels. Bonjour, professeur Pirou. Merci pour cette conférence. Vous êtes beaucoup plus passionnant en vrai que sur YouTube, mais déjà sur YouTube, c'est pas mal. J'aurais 2 questions. C'est sympa. Premièrement, qu'est-ce que fait le méthylphénidate chez les personnes neurotypiques, notamment les personnes qui n'ont pas de TDAH? Et deuxièmement, pourquoi le café a tendance à endormir les patients avec le TDAH? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Oui, super. Donc, je vais répondre à la première. Si vous avez absolument rien, vous êtes neurotypique, c'est j'ai pas de TSA, j'ai pas de TDAH, j'ai pas de dépression, j'ai pas de trouble psy, j'ai rien. Je suis parfaitement sain, je dors bien, je mange bien, je fais du sport. Vous prenez du méthylphénidate, vous êtes hyperactif. Donc vous commencez à être anxieux, puis vous n'êtes pas bien. Mais attention, c'est pas parce que le méthylphénidate marche que vous avez un TDAH. Je dors pas, je prends du méthylphénidate, je vais me sentir bien. Mais en fait, c'est parce que je suis en train de m'éveiller sur une dette de sommeil. Ou par exemple, si je veux bosser très tard le soir, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais que j'ai besoin de travailler et puis de ne pas aller dormir, je vais prendre du méthylphénidate, je vais être concentré, ça va me donner cette impression, c'est simplement un effet sur l'éveil. Mais si vous n'avez absolument rien, ça va vous hyperactiver. D'accord ? Par contre, le café, c'est un stimulant, comme tout stimulant. Alors sur d'autres mécanismes, ce n'est pas forcément lié à une augmentation de la dopamine avec une inhibition de la récupération de la dopamine, mais ça a le même effet chez certaines personnes qui ont un TDAH. Le méthylphénidate peut parfois trop calmer, trop poser, et ça endort. Le café, au même titre, étant un stimulant, si j'ai beaucoup d'hyperactivité, tout à coup, ça va me poser et ça va me fatiguer, je vais me ressentir fatigué. D'accord ? Nader, félicitations pour le parcours et la leçon. Juste pour rebondir sur les écrans, c'est un sujet évidemment qui nous intéresse aussi sur les différentes études de Genève. Au final, est-ce qu'on peut imaginer si le TDAH étant une diminution de la dopamine de base, que tu traites par un traitement qui inhibe la recapture, est-ce que ces patients ne vont pas chercher des triggers de dopamine, pas par l'écran, mais par les triggers dopaminergiques qui sont les réseaux sociaux, etc. Donc, est-ce qu'on n'a pas remarqué qu'en fait, c'est une mesure de compensation pour augmenter transitoirement la dopamine? Alors, je n'ai pas eu le temps de le mettre, mais oui. En fait, dans les études que j'ai montrées, on a clairement un lien. Je veux dire, ça n'empêche pas et ça n'enlève pas le lien que la consommation d'écran provoque des déficits d'attention. Pas forcément le TDAH, mais favorise la difficulté attentionnelle, l'impulsivité et l'hyperactivité. Mais à l'inverse, le fait d'avoir un TDAH va augmenter les chances que je consomme des écrans, parce que ça va favoriser la libération de dopamine, au même titre que ça va favoriser les chances que je consomme des substances, au même titre que ça va favoriser les chances que je prenne des risques dans ma vie, parce que je vais chercher la dopamine, c'est tout à fait juste. Oui, en fait, je suis intéressée par ce que vous avez dit à propos des borderline et du méthylphénidate. Ça va diminuer l'impulsivité chez eux. Ouais. Donc, au fond, est-ce que c'est un traitement qu'on pourrait... Alors, ça ne va pas être un traitement pour tout, mais l'étude, puis il y en a quelques-unes qui montrent ça, c'est simplement que les traitements psychostimulants, l'ensemble des traitements sur le trouble de personnalité borderline, psychiatrique, antidépresseurs, neuroleptiques, benzo et autres, n'aident pas, voire sont iatrogènes dans le contexte d'un trouble de personnalité borderline. Le méthylphénidate semble avoir un effet inverse et améliorer l'impulsivité, réduire les hospitalisations. Ça ne veut pas dire que ça traite, attention, mais ça permet en fait probablement un accès à des approches psychothérapeutiques du trouble de personnalité borderline, et donc on a une amélioration des symptômes. Mais il y a des symptômes qui ne vont pas du tout être amendés par les psychostimulants ou le méthylphénidate. Le sentiment chronique de vide, il n'y a pas tellement de raison que le méthylphénidate traite ça. Là, il va falloir avoir des approches plutôt psychothérapeutiques. Merci. Merci pour la conférence. J'ai plein de questions, mais je vais me limiter à une seule.
Je me demandais comment la recherche actuelle intègre-t-elle les spécificités du TDAH chez les femmes, notamment en lien avec les fluctuations hormonales et les formes de compensation souvent invisibilisées. Alors, pour l'instant, on essaye surtout les études actuelles, se centrent essentiellement sur les variations hormonales et donc particulièrement plus la baisse d'œstrogène, soit dans la phase prémenstruelle, soit dans la période de préménopause. Parce que pour l'instant, c'est des observations cliniques et des case reports qui ont rapporté ça. Et là, on est dans les premiers RCT. Donc les RCT, c'est les études randomisées contrôlées qui évaluent si on a vraiment ce lien-là, que nous, on observe en clinique. Moi, je l'observe aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, quels sont les... Et secondairement, une fois qu'on aura observé ça, moi je pense qu'on va l'observer, qu'il y a une accentuation des symptômes dans ces phases-là en lien avec la baisse des œstrogènes. Les œstrogènes étant assez liés en fait à la biodisponibilité et particulièrement de la disponibilité au niveau du cerveau de la dopamine, ça fait sens. Il faut encore qu'on le prouve scientifiquement avant de proposer des stratégies thérapeutiques dans ces phases-là. On est au tout début, malheureusement, c'est vrai que c'est assez honteux de la part de notre corps médical en général, d'avoir négligé durant des années et des années et des années et des années, en fait, l'intérêt pour la jante féminine. C'est vraiment... Donc, on est au début de ces études-là. Je n'ai pas d'autres réponses à vous donner, mais c'est un grand champ d'investigation maintenant. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est en lien avec la question juste avant. Pour les femmes en préménopause ou en ménopause qui ont plus de sensibilité de ADHD ou qui sentent qu'ils ont ça tout d'un coup, est-ce que c'est possible que toute la vie avant, ils ont organisé la vie, ils ont un peu fait avec une sorte de mécanisme de coping. Voilà, mais voilà. Oui. C'est fait de... Et puis tout d'un coup, ça sort quand ils ont la ménopause. Et après, la question aussi en lien avec le... Donc, la réponse, c'est oui. Ok, oui. D'accord. Et pour le traitement, est-ce que c'est mieux, bon, je sais que vous avez déjà répondu, mais un peu plus en profondeur, est-ce que c'est mieux de peut-être aller vers le gynécologue d'abord pour avoir, par exemple, un stérilet qui a un peu de hormones pour stabiliser les hormones, avant d'aller chercher peut-être des médicaments pour le TDAH? Les propositions actuelles dans cette phase, ce serait soit d'avoir des stratégies hormonales, donc de rééquilibrer les taux d'œstrogène, soit d'augmenter ou de traiter avec des psychostimulants. Le problème que vous allez avoir, c'est que c'est très peu connu. Donc on connaît beaucoup le syndrome prémenstruel. Dans les toutes dernières études, qui ne sont de nouveau pas des études randomisées contrôlées, on pense qu'il y a eu un chevauchement entre ce qu'on appelle le syndrome dysphorique prémenstruel et en fait l'accentuation de symptômes TDAH, et qu'une partie de ce qu'on appelait avant le syndrome dysphorique prémenstruel, peut-être que je me trompe de mot, est en fait des décompensations de TDAH masquées jusqu'alors. Et ça, la plupart des gynécologues ne vont pas connaître. Donc ils vont vous traiter soit avec des antidépresseurs, soit avec même en préménopause, soit avec des compléments œstrogéniques ou des trucs hormonaux. Et je pense que là, il y a vraiment un effort qu'on doit faire, nous. Moi, je vais un peu changer de voie professionnelle, mais je pense que pour mes successeurs, ça vaut la peine de faire un effort pour faire de l'enseignement autour de ça, en médecine générale, en médecine somatique, chez les gynécologues et autres spécialistes de ce genre. Tout à fait. Merci, bonjour. Je m'interrogeais sur est-ce que vous avez connaissance d'études ou de spécialistes qui traitent ou qui, font des études sur TDAH et trisomie 21. Je suis maman d'un petit garçon de 10 ans et aujourd'hui... Je n'ai pas compris, TDAH et... Trisomie 21. Ah. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études en lien avec la trisomie 21 et les comorbidités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, de notre côté, ce qui parfois nous pose plus de soucis, c'est le TDAH et pas la trisomie. Oui, mais ce qui est un très bon point, on a aussi très peu d'études. Je veux dire, de manière générale, dans ces troubles neurodéveloppementaux, que ce soit la trisomie 21, mais aussi en lien avec d'autres pathologies dans lesquelles il y a des atteintes cognitives, on n'a pas beaucoup d'études là-dessus. Malheureusement, je travaille un peu avec Marcus Kozel, un de mes amis, sur lequel on essaie de se questionner là-dessus. Mais il n'y a pas tellement d'études là-dessus. La recommandation, c'est quand même que si vous observez par rapport à d'autres enfants ou d'autres adultes qui ont une trisomie 21
et qui présentent plus de difficultés attentionnelles, plus de difficultés à rester en place, etc., même si ça va être assez difficile de poser un diagnostic de TDAH, il vaut la peine, parce que, étant donné que vous aurez relativement peu d'effets secondaires, de voir si on a une amélioration de la qualité du fonctionnement et de la qualité de vie chez ces personnes en leur prescrivant du méthylphénidate. Je trouverais dommage de passer à côté, parce qu'on n'est absolument pas réticent à leur donner des antidépresseurs, des neuroleptiques et toute autre molécules qui sont bien plus iatrogènes, entre guillemets, ou avec beaucoup plus d'effets secondaires, alors que là, on a une réponse très rapide et on peut considérablement augmenter la qualité de vie de ces personnes. Alors moi, je vous encouragerais, si vous observez ça, j'entends, hein, après, c'est pas évidemment, mais s'il y a une différence, de se faire le guess, c'est peut-être un TDAH, j'essaye, si ça améliore le fonctionnement, tant mieux. Hein, mon objectif, c'est d'améliorer le fonctionnement et la qualité de vie des patients dont ces personnes font partie. Merci. Une dernière question. Merci professeur de cette remarquable conférence, riche d'enseignements. Je me posais la question sous l'angle de la politique de santé publique. Est-ce que vous seriez favorable à ce que l'on mette en place un système de détection dès la plus tendre enfance, ou en tout cas aux alentours de l'âge de 10 ans, du fait justement de l'impact des écrans tels que vous l'avez décrit tout à l'heure, des tests généralisés pour savoir et détecter le TDAH dans la population, au risque d'augmenter les accusations contre vous de conflit d'intérêts? Je ne sais pas, je suis mitigé. Je pense qu'on a déjà pas mal de trucs de santé publique premiers, enfin dans le sens que si on améliore, si on fait simplement un enseignement général en population qu'on connaît, plus le trouble en population générale, je pense que c'est suffisant, surtout si on peut mettre plus d'énergie sur réduire les écrans, améliorer le sommeil, réduire les tâches administratives, etc. Je veux dire, on aura une bonne partie des personnes qui vont plus être handicapées. Hein. Je pense qu'on peut aussi prendre ça sous cet accent-là, ou sous cette vision-là, et de se dire qu'on pourrait reconceptualiser un petit peu ce qui fragilise des personnes qui ont un TDAH et qui pourraient vivre peut-être sans traitement pendant un temps, ou en tout cas être plus à l'aise dans la société si on modifie ces éléments-là. Hein, parce que je pense qu'on touche l'avantage de ça, c'est que si je réduis les tâches administratives, je ne sais pas comment le faire, mais que je suis capable de réduire les écrans, je ne sais pas comment le faire, et puis que je suis capable de faire dormir les gens plus, je ne sais pas comment le faire, mais je ne bénéficie pas qu'aux personnes qui ont un TDAH, mais à l'ensemble de la population générale. Donc moi, je mettrais plutôt l'accent là-dessus. Merci pour ces réponses. Merci à vous pour... Merci.